Téhéran, début d'année. Une fusée s'arrache du sol pour mettre un satellite en orbite. Immédiatement, à Washington, l'alerte est donnée. Pour le secrétaire d'État Mike Pompeo, il ne faut pas s'y tromper. Cette opération n'a rien de civil. C'est une démonstration de force balistique déguisée. Dans un message public cinglant, Pompeo accuse ouvertement l'Iran. Le programme spatial ne serait qu'un écran de fumée. Selon lui, Téhéran l'utilise pour tester, sous les yeux du monde entier, des technologies destinées à porter des charges militaires. Officiellement, l'Iran parle de science et de transparence. Washington répond par un rejet catégorique. Pourtant, dans les médias occidentaux, on entend souvent une petite musique rassurante. L'Iran serait encore loin de maîtriser le missile intercontinental. C'est un discours en trompe-l'œil, souvent accompagné de la rhétorique d'urgence portée par Benjamin Netanyahou. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais voici ce qu'on oublie souvent d'expliquer. Mettre un satellite en orbite, c'est maîtriser une chaîne technologique complexe. Propulsion, guidage de précision, séparation des étages. Or, ces compétences sont, par nature, duales. Elles servent autant à la science qu'à la guerre. Réussir un lancement spatial ne signifie pas qu'un missile nucléaire est prêt à tirer demain matin. Mais cela prouve une chose. L'Iran franchit, un à un, les seuils technologiques que les grandes puissances surveillent comme le lait sur le feu. C'est cette ambiguïté qui inquiète Washington. Ce programme n'est pas vu comme une prouesse d'ingénierie, mais comme un signal stratégique majeur envoyé au reste du monde. Pour comprendre la racine de cette obsession occidentale, il faut remonter le temps. 2 février 2009. L'Iran annonce la mise en orbite réussie du satellite Omid. C'est une première historique. Un pays du Moyen-Orient accède à l'espace avec son propre lanceur. La réaction en Occident est épidermique. Sur CNN, la BBC ou Fox News, les titres s'emballent. On ne parle pas de science, mais d'un test de missile déguisé, d'une menace directe pour la sécurité mondiale. Le message martelé est clair. Cette réussite n'est pas civile, elle est militaire. Derrière l'hystérie médiatique, les stratèges militaires font un calcul froid. Mettre un satellite en orbite, c'est bien plus qu'envoyer un objet en l'air. C'est maîtriser une puissance brute capable d'arracher une charge à la gravité terrestre. Les chiffres donnent le vertige. Pour atteindre une orbite à 450 km d'altitude, il faut atteindre une vitesse de 7,8 km par seconde, soit près de 28 000 km par heure. Et c'est là que le parallèle inquiète. Un missile balistique intercontinental, un ICBM, demande en réalité moins que ça. Sa trajectoire est dite suborbitale. Il monte, trace un arc et retombe. Pour frapper une cible à des milliers de kilomètres, la vitesse requise est inférieure à celle d'une mise en orbite. En termes de physique pure, la conclusion est sans appel. Si vous savez lancer une fusée spatiale, vous possédez l'essentiel du savoir-faire pour construire un missile longue portée. Ce n'est pas une équivalence automatique, mais c'est suffisant pour déclencher toutes les sirènes d'alarme dans les états-majors. Depuis le lancement d'Omid, chaque fusée iranienne n'est plus scrutée comme un progrès scientifique, mais comme un indicateur de menace. Pour les ingénieurs militaires, l'idéologie n'a pas sa place. Seule la physique dicte sa loi. Mettre un satellite en orbite basse exige une vitesse démentielle, 7,8 km par seconde. C'est la condition absolue pour que l'objet reste en chute libre autour de la Terre sans retomber. Comparativement, un missile intercontinental a la vie plus facile. Sa trajectoire est suborbitale. Il grimpe, décrit un immense arc balistique dans l'espace, puis replonge vers sa cible. Pour frapper à 10 000 ou 12 000 km, la vitesse requise est en réalité inférieure à celle d'un lancement spatial. C'est ce constat mathématique qui alimente les peurs occidentales. Lorsqu'un pays place un satellite, il prouve qu'il maîtrise les briques fondamentales. La propulsion à plusieurs étages, le guidage inertiel, la résistance des matériaux aux contraintes extrêmes. Ces compétences sont des caméléons. Elles sont civiles par nature, mais militaires par potentiel. Mais attention aux raccourcis hâtifs. Transformer un lanceur spatial en arme opérationnelle est un défi technologique immense. Un missile intercontinental exige bien plus qu'un gros moteur. Il lui faut un véhicule de rentrée atmosphérique capable de résister à la chaleur, une précision chirurgicale et une fiabilité absolue. C'est cette nuance capitale que les discours politiques omettent souvent. Entre une démonstration technologique et une arme de guerre prête à l'emploi, le fossé reste considérable. Mais pour les services de renseignement, la ligne rouge est bien trop fine pour relâcher la surveillance, ne serait-ce qu'une seconde. Soyons clairs, cette méfiance ne cible pas uniquement l'Iran. Elle s'applique à quiconque ose toucher aux étoiles.
Les grandes puissances le savent mieux que personne. Les États-Unis, la Russie et la Chine ont tous, sans exception, bâti leurs forces de frappe nucléaire sur les fondations de leurs programmes spatiaux. La différence entre l'exploration et la destruction ne réside pas dans la machine, mais dans sa trajectoire. Si le lanceur continue d'accélérer, il place un satellite en orbite. Si on le reprogramme pour une courbe balistique, il devient un missile mortel. C'est exactement pour cette raison que chaque décollage est analysé à travers le prisme militaire. Cette réalité explique aussi la surveillance accrue des programmes privés. Lorsqu'une entreprise prouve qu'elle peut expédier des charges lourdes dans l'espace, elle concentre mécaniquement une puissance de feu potentielle. Ce n'est plus une question d'intention, mais de capacité pure. En accédant à l'espace, une nation entre automatiquement dans un cercle très fermé. Elle prouve qu'elle maîtrise des savoir-faire stratégiques longtemps réservés à une élite. Pour les alliés comme pour les ennemis, cette maîtrise change la donne. Elle impose le respect, mais aussi une méfiance éternelle. C'est précisément cette grille de lecture qui condamne le programme iranien aux yeux de l'Occident. Chaque succès de Téhéran n'est jamais évalué pour ce qu'il est officiellement, mais pour ce qu'il pourrait devenir dans un scénario de guerre. Une ambiguïté structurelle qui nourrit les tensions depuis plus de 10 ans. Mais là où le dossier iranien devient vraiment brûlant, c'est sur un choix technique bien précis, le carburant. La majorité des lanceurs spatiaux classiques, comme les Soyouz russes ou les Atlas américains, fonctionnent au carburant liquide. C'est efficace, puissant et maîtrisé depuis les années 60. Mais militairement, le liquide présente une faille mortelle. Un missile de ce type ne peut pas rester en attente. Il doit être rempli juste avant le tir. C'est une opération longue, lourde et surtout très visible depuis l'espace. En temps de crise, c'est une condamnation à mort. Pendant le remplissage, le lanceur est une cible immobile, offerte aux frappes ennemies. C'est pour cette raison que toutes les puissances nucléaires ont basculé leurs arsenaux stratégiques vers le carburant solide. Un moteur solide, c'est comme une cartouche géante. Le combustible est stocké à l'intérieur, stable pendant des années, prêt à faire feu en quelques minutes, sans aucune préparation. Le problème ? Fabriquer de gros moteurs à poudre est un cauchemar d'ingénierie. La chimie est instable, le contrôle de la combustion est infernal. Très peu de nations maîtrisent cette technologie à grande échelle. C'est là que l'Iran surprend. Le fait que Téhéran ait réussi à développer des lanceurs à carburant solide change la nature de la menace. Cela ne prouve pas l'existence d'un missile intercontinental, mais cela démontre le franchissement d'un seuil technologique critique, réussi malgré un régime de sanctions impitoyable. Pendant que l'Occident avait les yeux rivés sur les fusées géantes à carburant liquide, une autre filière progressait dans l'ombre. Les services de renseignement se concentraient sur les systèmes visibles, ceux qui ressemblent aux missiles classiques de la guerre froide. Mais cette obsession a créé un angle mort. En parallèle de son programme spatial officiel, l'Iran a misé sur des lanceurs à carburant solides, beaucoup plus compacts et surtout mobiles. Ces systèmes sont passés sous les radars des analystes pendant des années. Pourquoi ? Parce qu'ils sont petits, faciles à dissimuler et ne nécessitent pas d'infrastructures lourdes. Ce décalage a conduit à une erreur d'appréciation majeure. Là où l'on s'attendait à voir surgir des pas de tir fixes, vulnérables et immenses, l'Iran a déployé des unités mobiles, capables de se fondre dans le paysage civil. Pour les stratèges militaires, c'est un changement total de paradigme. La menace ne vient plus de silos en béton repérables par satellite, mais de camions banalisés qui se déplacent sur le réseau routier. Cette évolution silencieuse inquiète les chancelleries bien plus que les grandes annonces télévisées. Elle révèle une stratégie méthodique pensée pour survivre aux frappes aériennes et rendre le renseignement adverse obsolète. Dans la guerre moderne, la mobilité dicte sa loi. Un système d'armes capable de bouger, de se cacher et de frapper par surprise devient un cauchemar à neutraliser. C'est le fondement même d'une dissuasion crédible. Imaginez des lanceurs dispersés sur un territoire immense, circulant sur des routes ordinaires, fondus dans le trafic civil. Pour un ennemi, les identifier en temps réel est un défi impossible. Les satellites ne sont pas omniscients. Ils ne peuvent pas tout voir, tout le temps. Cette dispersion rend toute frappe préventive inefficace. Même une attaque massive ne pourrait pas détruire la totalité de l'arsenal. C'est ce que les stratèges appellent la capacité de riposte assurée. Tant que l'adversaire sait que quelques unités survivront pour riposter, l'équilibre de la terreur tient bon. C'est le doute qui dissuade, pas l'usage de la force. Cependant, gardons la tête froide face aux comparaisons hâtives. L'Iran n'est pas une superpuissance militaire. Téhéran ne possède pas de triade nucléaire, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, qui combinent silos, sous-marins et bombardiers stratégiques appuyés par des décennies de doctrine.
La réalité iranienne est différente. C'est la stratégie du faible au fort. Sous contrainte économique et technologique, l'Iran développe des solutions asymétriques. L'objectif n'est pas de rivaliser en puissance brute, mais de rendre toute attaque extérieure politiquement et militairement trop coûteuse. C'est cette zone grise qui perturbe l'analyse. Le programme iranien n'est ni omnipotent ni inoffensif. Il est juste assez avancé pour compliquer les calculs de Washington sans pour autant offrir une domination globale. Et c'est cette ambiguïté permanente qui nourrit la fièvre diplomatique. Une question hante alors les couloirs de Washington. Si l'Iran est si avancé techniquement, pourquoi n'a-t-il jamais franchi le pas de l'attaque directe ? La réponse n'est pas technique, elle est vitale. Depuis des décennies, Téhéran joue la carte de la survie, pas du suicide. Le régime sait pertinemment qu'un tir offensif déclencherait une riposte foudroyante et terminale. La véritable valeur de ces missiles ne réside donc pas dans leur usage, mais dans leur existence. Ils sont une assurance vie, un signal braqué sur ses ennemis. Attaquez-nous, et le prix sera exorbitant. Cette doctrine défensive tranche avec l'image d'un Iran conquérant, souvent dépeinte en Occident. Téhéran ne cherche pas la projection de force mondiale, mais la sanctuarisation de son territoire. Mais paradoxalement, c'est cette retenue qui terrifie les stratèges. Pour un militaire, une capacité qui n'est pas utilisée est une inconnue. L'Iran s'est installé confortablement dans une zone grise stratégique, ni totalement civile, ni ouvertement militaire. Un entre-deux flou où les intentions sont illisibles, mais où les compétences, elles, s'aiguisent méthodiquement. Cette ambiguïté est une arme redoutable. Elle prive l'adversaire de certitude. Elle gèle la prise de décision. Faut-il frapper préventivement ? Le risque politique est trop grand. Faut-il laisser faire ? Le risque militaire augmente chaque jour. Dans ce brouillard, l'incertitude est plus déstabilisante que la guerre ouverte. C'est pour cela que chaque lancement de satellite déclenche une telle fièvre diplomatique. Non pas parce qu'un missile va partir demain, mais parce que le temps joue en faveur de Téhéran. Chaque réussite technique élargit son éventail d'options sans jamais franchir la ligne rouge fatale. Au final, le programme spatial iranien agit comme un puissant révélateur. Il nous rappelle une leçon fondamentale de la géopolitique. La maîtrise de l'espace n'est jamais innocente. Tôt ou tard, elle cesse d'être une aventure scientifique pour devenir, aux yeux du monde, un pur instrument de puissance.